Sonia, j'avais envie de te parler de la série Love and Anarchy diffusée sur Netflix, une série qui mérite le coup d'œil et que je voulais analyser avec toi, psychologue, avoir ton point de vue. Et pour commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que tu résumerais cette série? Alors, Ewan, moi je commencerai par dire que ça parle euh, de Sophie, Sophie qui rencontre Max, euh, beaucoup plus jeune qu'elle, et qui sera une forme de déclencheur, de biais, pour la sortir de l'ennui de sa vie au quotidien. Il lui apportera un peu plus de légèreté, d'amusement, probablement dans tous ces jeux de défis et de défiance qui peuvent aller parfois jusqu'à une forme de désordre. euh, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, jusqu'à parfois même frôler une forme de folie, on pourrait dire, on y reviendra. En tout cas, aux yeux des autres et peut-être même dans sa crainte en lien avec son père. Je dirais qu'elle sort d'une forme de conformisme, non sans répercussion, avec l'ordre établi jusque-là dans sa vie. Voilà comment je le résumerais. Ouais, ouais. Alors pour moi, Love and Anarchy, ce qui est un titre assez singulier, c'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme de pouvoir qui coche toutes les cases essentielles, beauté, famille, argent, autorité, euh, mais qui marche constamment sur le fil du rasoir. Et sous ce fil, il y a un précipice, la folie. Sophie lutte contre la possibilité de perdre la raison. En cela, elle marche sur les brisées de son père, interné en hôpital psychiatrique. La relation de cette femme de pouvoir à son papa, anarchiste, est très forte, très belle et complètement destructrice. Alors, le tour de force de la série, selon moi, c'est que c'est très drôle, vachement décalé. L'humour apporte une vraie respiration dans un contexte assez étouffant, finalement. J'avais réalisé un podcast sur cette série et je me disais que ce serait intéressant d'avoir un autre avis que le mien, parce qu'elle n'est pas très connue, mais c'est vrai elle me fait quelque chose. Euh, pour toi, c'est quoi la problématique de cet ovni suédois? Qu'est-ce qui se joue dans cette série? Hmm. C'est vrai que c'est une question qui pour moi, requiert plusieurs. Je ne sais pas s'il n'y en a qu'une problématique. En tout cas, peut-être que pour ce qui me vient comme problématique essentielle, ce serait une forme de lutte entre qu'est-ce qu'il en est de son désir, hein, de qui on est, de ce qui nous manque, et du désir des autres et de se conformer à leurs souhaits, à leurs désirs, à leurs attentes. Euh, Sortir un peu de ce conformisme, de cet ordre établi, de ce qu'on attend de nous, que ce soit dans la société, en tant que femme, dans le travail, dans la vie de famille. Et que parfois, tu parlais de fil du rasoir, je te rejoins, je pense qu'il y a des moments où on peut être limite entre sortir un petit peu de ce conformisme et se marginaliser, quitte à sombrer dans la folie. Mhm, Donc, peut-être l'enjeu, c'est la question de l'équilibre entre cette forme d'individuation, de qui on est, de sortir de ces carcans dans lesquels on est enfermé, et le risque de sombrer dans la folie. mhm. Ouais, en fait, Sophie a tenté d'écrire un bouquin quand elle était gamine, Amour et anarchie. C'est le titre qu'elle lui a donné, c'est également le titre de la série. À un moment donné, son père, interné en hôpital psychiatrique, cite un passage du livre avorté qui commence par Je suis une forêt de rébellion. Je sais pas si t'en souviens, sa fille a écrit ça. Je suis une Oui. forêt de rébellion. Plus tard, père et fille ont un dialogue très émouvant du reste. Sophie dit à son père, je l'ai noté, euh, j'ai toujours été sûr que si je me laisse aller, sans tricher, que si j'étais vraiment moi-même, j'allais finir exactement comme toi. Et son père réplique, non, non, c'est le contraire. Tu dois réussir à aimer la personne que tu es, sinon c'est là que tu finiras comme moi.
Pour moi, toute la série repose sur ce morceau de dialogue. On n'est pas du tout dans le credo mythologique. Il faut tuer symboliquement le père pour devenir soi-même un héros. Là, c'est plutôt l'inverse. Intègre le père, incarne la forêt de rébellion, et parce que tu assumes qui tu es, parce que tu assumes ta part de désordre, et que tu te lis d'amitié avec toi-même, comme dirait le père, alors la folie est repoussée. Alors le fil du rasoir gagne en épaisseur, si j'ose dire. Ouais, et on voit bien que Sophie a tout le temps peur de sombrer dans la folie, de tellement s'identifier à son père hein, qu'elle finirait par en être comme lui. Mhm, Et je te rejoins sur cet enjeu de pouvoir s'identifier à son père, de pouvoir intégrer aussi ce qu'il en est de la transmission. C'est une mathématique. Qu'est-ce que le père lui transmet? Qu'est-ce qu'elle intègre? Qu'est-ce qu'elle réfute? Et on voit bien qu'il y a toute cette lutte entre ce qu'elle a envie d'intégrer de son père, ce qu'elle a envie de réfuter, et la façon dont l'environnement aussi influe là-dessus. Et le regard que porte l'entourage. Si tu fais comme ton père, si tu suis les traces de ton père ou si tu deviens toi-même, dans ce cas-là, tu es considéré comme folle, tu es marginalisé. mhm. Ouais. Euh, il y a la question de l'ordre et du désordre, clairement, dans cette série. On l'a dit, Sophie est une femme de pouvoir, c'est-à-dire qu'elle symbolise l'ordre, la lumière, la netteté. Elle est team Apollon. Chez les Grecs, tu as la team Apollon, l'ordre, l'autorité sans bavure, froide, chirurgicale, nette comme le dieu du même nom. Et tu as la team Dionysos, le désordre, la fureur de vivre, l'excès, la différence, comme le dieu du même nom. Sophie est, comment dire ça, c'est un agent de l'ordre. On la paye pour qu'elle retape une petite maison d'édition à la dérive. Les personnages de la maison d'édition, d'ailleurs, sont tellement drôles. Euh, Friedrich, le botoxé conservateur, Ronnie, le directeur littéraire qui a jamais lu un bouquin, Denise, la chef des relations publiques, qui ne sait plus faire la différence entre ce qu'elle pense vraiment et ce qu'on lui demande de penser. Et tu as aussi Caroline, la fausse ingénue de l'accueil, là, beaucoup plus féroce qu'elle en a l'air. Ils sont, Mm. ils sont hyper marrants, quoi. Les situations sont lunaires, ça tient du sketch. Et donc, Sophie, la consultante apollinienne, on va dire, hisse la maison d'édition poussiéreuse vers la lumière, tu vois. Elle l'a fait évoluer avec son temps. En tout cas, c'est l'objectif de base. Il s'agit là de rentrer dans le rang, d'éviter les scandales, de se conformer à tout prix au politiquement correct, à l'ère du temps. Tu Mm. vois, rien ne doit dépasser l'ordre, sauf que Sophie rencontre Max. Et là, ça part en cacahuète. Dionysos s'invite à la fête. Alors, on a le garde-fou, tu sais, Johan, le mari de Sophie, le champion de l'ordre. Alors, ce qui est vachement inattendu, c'est que Johan est le champion de l'ordre tout en étant artiste. On s'attend pas à avoir un artiste dans le rôle du garde-fou, tu vois. Johan déteste son beau-père anarchiste. Il est très paternaliste avec sa femme. Il ne cache, comment dire ça, il a jamais prise en fait, ou presque jamais. On pourrait le voir comme un vieux con réactionnaire, mais c'est plus complexe que ça. On a Johan et on a Max. Mais Max sans Sophie n'est pas Max. Il lui faut Sophie pour se révéler agent du désordre. Et Sophie elle-même ne peut se révéler entièrement qu'à son contact. Ça part en live. Ouais, c'est la rencontre entre Max et Sophie qui fait surgir cette espèce de désordre qui va jusqu'à créer du désordre dans la boîte et mettre en difficulté la boîte. On voit bien que Sophie, qui a été, comme tu dis, engagée pour remettre de l'ordre, qui a une vie très ordonnée, va finalement, dans la rencontre avec Max, sortir de cet ordre. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui se révèle d'un désir plus profond de sortir du conformisme et qu'il étouffe une partie d'elle. Mhm. Elle est sans cesse en conflit interne, on pourrait dire, chez les psys pour Sophie. Il y a, je te rejoins dans ce que tu dis sur la question de l'ordre et du désordre. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est que
ce qui apparaît aussi dans la série, c'est est-ce que finalement, si je sors du conformisme, est-ce que je suis un original ou est-ce que je vire à la folie? Euh, sans spoiler, on a des scènes où Sophie fait des trucs tellement drôles, mais aussi qu'il y a des moments où on pourrait la prendre pour une folle, parce qu'on est dans le jeu, dans l'amusement, et ça fout le désordre, ça fout le bazar, quoi. Mhm. Et que, à un moment donné, si tu sors de la norme, et si tu sors de l'ordre, dans la folie, la définition serait proche d'une forme de déraison et de déraison qui serait proche du désordre social. Enfin, on n'est pas Oui. loin. On n'est pas loin de est-ce que la folie, c'est le désordre, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que la folie, c'est le désordre? Mais si tu veux, pour moi, tout se rattache à l'ennui. Euh, Sophie est frappée d'ennui. Certains d'entre nous souffrent de cette terrible maladie. Et dans le cas de Sophie, la maladie, la gangrène, justement parce qu'elle coche toutes les cases essentielles. Elle est au top du game, ce qui sous-entend qu'elle n'a plus rien à prouver. Alors tu me diras, ouais, mais bon, si la maison d'édition poussiéreuse se casse la gueule, ce sera de sa faute. Ben non, ce sera de la faute à l'esprit de corps de la maison d'édition, à l'entêtement de ses cadres. Sophie, en tant que consultante, n'aurait rien à se reprocher. La situation est ainsi configurée, tu le sens. Donc, n'ayant rien à prouver, n'ayant rien à apprendre, n'étant pas stimulée, Sophie s'ennuie. Même si elle le dira jamais comme ça, tu vois. L'ennui, c'est quoi? C'est l'absence de jeu qui vaille la peine d'être joué. Pour moi, c'est ça l'ennui. Sophie, comme la plupart d'entre nous, joue à un jeu machinal et sans aucun piquant. Le jeu qui s'appelle Je me conforme à ce que la société attend de moi. Le père de Sophie a rejeté violemment ce jeu, ce qui lui a valu l'hôpital psychiatrique. Sophie ne veut pas recommencer le destin du père, mais le destin du père gronde en elle, il bout en elle. Mm. Max est comment dire ça, il est le catalyseur de ce destin. Pour combattre l'ennui, Max et Sophie vont jouer à des jeux qui en valent la peine, tu vois, des jeux puérils, des jeux piquants, des jeux foutage de gueule, des jeux rebelles. N'oublions pas que notre héroïne est une forêt en rébellion. Amour et anarchie est le titre de son roman avorté, et je pense que c'est pas un hasard. Ouais. J'aime bien la définition que tu donnes à l'ennui, euh, qui pour moi, en termes simples, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a un sentiment de monotonie, de manque d'intérêt, de manque d'exaltation. Et, et je te rejoins sur la philosophie qui dit Sonia, excuse-moi, parle bien devant ton micro, s'il te plaît. ah, Je ne excuse-moi, tu t'entends m'entends plus. pas bien? Là, Là, c'est c'est mieux? mieux. Oui. Ok. Je disais, Sophie, elle va être dans cette monotonie et je te rejoins sur le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, qu'il n'y ait rien à prouver. Euh, et d'ailleurs, elle le dit, je crois, à un moment donné, quand elle dénigre un petit peu la boîte où elle est, il y a quelque chose d'assez méprisant, même parfois au début, même si on voit bien qu'elle s'attache finalement à ce travail, à ces gens avec lesquels elle est. Mais j'ai le sentiment quand même elle est dans un manque d'exaltation, comme on pourrait savoir, hein, se retrouver dans un manque d'intérêt dans la vie. Qui sait qui n'a pas connu à un moment donné l'ennui, qui peut être passager, mais qui peut être aussi à un moment donné un besoin de renouveau euh, et qui peut aller jusque la dépression chez les psys. Qu'est-ce qui Oui. différencie l'ennui de la dépression? Puisque dans les deux cas, il y a un manque d'intérêt pour tout ce qui est extérieur et il y a une forme de monotonie. On pourrait se demander si elle pourrait pas justement sombrer dans la dépression à force de s'ennuyer Oui. euh, dans la vie dans laquelle elle se conforme euh, jusqu'à la mélancolie, jusqu'à la pathologie, pour revenir au thème que finalement, c'est en luttant contre l'ennui, en sortant avec ce petit grain de folie qu'elle a du conformisme, qu'elle sort d'un état de dépression, d'un état qui pourrait être mélancolique,
et sans spoiler d'un état où elle pourrait avoir le sentiment de sombrer dans la folie, notamment dans la saison 2. Donc voilà, je me demande s'il n'y a pas un équilibre, tu vois, autour de comment on trouve une part de soi, de qui on est, de l'individuation dont j'ai déjà parlé, euh, sans, sans virer complètement au désordre et à la folie et sans être complètement conformé. Aujourd'hui, on sait que l'ennui, on lutte perpétuellement contre l'ennui, on est stimulé, on a les jeux vidéo, on a beaucoup de choses qui sont de la nouveauté. Je pense aux jeux parce que j'ai le sentiment que tout ce qui est jeu et distraction nous sert à sortir de l'ennui. Mhm. Peut-être que ça a ses limites aussi. Je, je terminerai Oui, là-dessus. oui. Tu parlais de dépression. Quel est le terme, enfin la définition médicale pour la dépression? Qu'est-ce que c'est que la dépression? Alors, je vais te la dire de tête parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais en psychiatrie, on a plusieurs symptômes qui permettent de donner un diagnostic de pathologie. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la dépression, un peu comme dans le spleen ou dans la mélancolie, ce qu'on retrouve, c'est une perte d'appétence pour l'extérieur, une perte d'appétence pour toute activité, euh, et ça va jusqu'à une difficulté même à se mouvoir. Le dépressif peut rester dans son lit, il n'a envie de rien, euh, a des idées sombres, tristes, il n'y a plus de désir. C'est un peu, je te donne pas une définition psy, mais j'allais dire, c'est un peu l'électroencéphaloplat, quoi, du cœur et de la tête. Tu Mhm. vois, t'es vivant, mais tu es un peu mort à l'intérieur, quoi. Tu n'as envie de rien. Tu Mhm. n'as pas d'appétence, tu n'as voire pas d'appétit pour l'extérieur, pour quoi que ce soit. Euh, alors certains, Vivant mais mort à l'intérieur, c'est fort. oui, moi je te donne cette définition. Certains, il y a évidemment des degrés, mais tu as certains des dépressifs qui peuvent continuer à vivre. Et là, on en revient aux morts vivants, mais qui vivent un peu à côté de leur pompe, qui ont un manque de désir et un ennui terrible, mais qui prend une place plus que l'ennui du quotidien qu'on peut avoir à certains moments de notre vie, sans pour autant être dépressif. Et on peut être déprimé sans être dépressif, heureusement. Parfois Être même, on a besoin déprimé, de ça pour c'est passager, c'est ça, c'est la différence, c'est le laps être de temps. passager et parfois c'est un facteur externe ou interne qui génère ça et qui vient signifier quelque chose qui n'est pas en accord avec soi, on va dire, au niveau de ses désirs ou d'un deuil. Le deuil, la perte, ça peut être la perte d'un être, ça peut être la perte d'un projet, d'une déception, une rupture. Et ça passe forcément par une période de deuil, de tristesse, et ça peut déprimer. Mais c'est aussi le signe parfois d'un renouveau, c'est-à-dire de pouvoir réinvestir d'autres objets, objets dans le sens d'autres choses externes ou internes qui vont redonner un peu de pulsion de vie, tu vois. Je vois. Et est-ce que tu aurais une définition de la folie, justement? Alors, je ne vais pas reprendre des définitions que tout le monde pourrait retrouver. Évidemment que ce qui est folie, je te disais tout à l'heure, la déraison. Oui. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment donné, on est sorti d'un état de raison. Et la raison, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on en a des définitions psychologiques, mais des définitions philosophiques. Et là-dessus, je pense que tu en sauras un certain nombre. Mais je pense, moi, je dirais que la folie, c'est quand à un moment donné, on a perdu le sens du réel et qu'on ne sait plus la différence entre le réel et le jeu, qui est un peu le cas dans Love and Anarchy, où finalement elle joue, elle sait qu'elle joue, et il y a un des moments où on pourrait basculer vers la folie sans spoiler, où elle pense qu'elle peut devenir folle dans la saison Mhm. 2. Oui, oui, Et, oui. et à un moment, et à un moment donné, et on voit dans cet épisode, où je parlais des questions de deuil, de perte, comment le deuil et la perte peut déprimer. Je pense que c'est un peu son cas à ce moment-là, avec tous les autres sentiments que ça génère, notamment de culpabilité. Mais pour revenir à la définition de la folie, je dirais que c'est une forme de déraison où on perd pied avec le réel sans savoir qu'on a perdu pied avec le réel. Contrairement au jeu
où dans le jeu, c'est fictif, on sait qu'on joue. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ce mot folie, qui est tellement lourd de sens, est aujourd'hui complètement galvaudé? C'est-à-dire qu'on emploie le mot folie comme on emploierait le mot champagne, tu vois. Truc de ouf, il est complètement ouf, tu vois. C'est limite léger. Hmm. Comment est-ce qu'on on passe d'une situation très, très critique sur le plan de la science et des états d'âme à une situation de... C'est limite tendance d'être un peu ouf, tu vois. Ouais, ouais. Et peut-être que cette tendance d'être un peu ouf, comme tu dis, est-ce que c'est pas ce grain de folie de sortir un peu de ce conformisme qui est finalement valorisé aujourd'hui aussi, de Mhm. ne pas être un mouton quand on est dans un mouvement où on suivrait tout le monde, et que d'avoir un grain de folie, finalement, la folie, c'est une forme de différenciation. On revient à ce terme qui m'est cher d'individuation de Jung, où finalement, quand tu te trouves de qui tu es, quand tu te différencies, quand tu ne te conformes pas, est-ce que tu es dans cette forme de grain de folie où finalement, tu génères une forme d'admiration chez l'autre? Peut-être l'admiration d'être capable de faire quelque chose que l'autre ne peut pas faire, c'est-à-dire sortir du conformisme. Oui. Tu as aimé cette série? J'ai adoré, merci Ewan, c'était très chouette. Cette série est un plaisir coupable. Tu sais, c'est le bonbon que tu croques après t'être brossé les dents, quoi. J'aime beaucoup. C'est drôle, c'est profond, Ouais. les thématiques me touchent. Euh, c'est pas hyper connu, hein. Et C'est pas non, hyper ça connu. mériterait. Ça mériterait de l'être. Juste, je voulais dire un mot sur la série. Je te rejoins complètement sur cette idée que c'est drôle. C'est-à-dire, on y retrouve la légèreté et la gravité en même temps. Et j'adore ce mélange des deux. On retrouve des thèmes de jeu avec beaucoup de légèreté, d'humour, des personnages qui ont cette part d'ombre et de lumière, et en même temps de sujets qui sont assez graves, hein, puisqu'on parle de l'ordre, du désordre, de l'ennui, de la folie, de l'amour, euh, et avec des émotions qui nous traversent, qui sont des émotions extrêmement différentes selon les moments. Et en Oui. ça, je la trouve vraiment chouette. Elle mérite d'être connue. Exactement, elle mérite d'être connue. Il faut avaler ça, Coco Cocotte. Avale Love and Anarchy et fais un truc un peu dingue si tu l'oses. Taquine le sérieux Apollon avec Dionysos et raconte-nous dans les commentaires ce que ça te fait. On t'embrasse. Bisous, Sonia. Bisous, Ewan, merci.